L'histoire de Coca-Cola commence bien avant les bouteilles rouges, bien avant les slogans, bien avant la publicité et la mondialisation. Elle commence dans une Amérique encore jeune, instable, marquée par la guerre, la douleur et la médecine imparfaite. Une Amérique où la souffrance physique et mentale fait partie du quotidien et où l'on cherche désespérément des solutions pour tenir debout. En 1831, à Rome, en Géorgie, naît John Stitt Pemberton. C'est un enfant fragile, souvent malade, dans une époque où tomber malade peut être une condamnation. Les médicaments sont rares, les traitements approximatifs, et la science médicale avance lentement. Très tôt, Pemberton développe une curiosité pour les plantes, les mélanges, les remèdes, non pas par ambition mais par nécessité. Il vit dans un monde où soulager la douleur est une priorité absolue. En grandissant, il choisit d'étudier la pharmacie et la chimie. Il devient médecin. À ses yeux, la science est un moyen de réparer ce que la vie brise. Mais l'histoire va le rattraper brutalement. Lorsque la guerre de sécession éclate, l'Amérique se déchire. En 1865, Pemberton est grièvement blessé par un coup de sabre. La blessure est profonde, la douleur est constante. Pour survivre, comme beaucoup de vétérans de l'époque, il consomme de la morphine, alors considérée comme un remède miracle. Mais ce remède devient un piège. Pemberton développe une dépendance. Son corps se survit, mais son esprit est prisonnier. L'homme qui voulait soigner devient malade à son tour, et cette dépendance va changer le cours de l'histoire. Obsédé par l'idée de trouver une alternative à la morphine, Pemberton se remet à expérimenter. Il teste des extraits de plantes, des feuilles venues d'Afrique et d'Amérique du Sud, des mélanges censés stimuler l'esprit sans détruire le corps. Parmi ces ingrédients, la feuille de coca, connue pour ses effets stimulants, et la noix de cola, riche en caféine. Son objectif n'est pas le plaisir, son objectif est le soulagement. Il veut créer un tonique capable de redonner de l'énergie, de calmer la douleur, d'éclaircir l'esprit. En 1886, à Atlanta, Pemberton met au point une boisson. Elle est d'abord vendue comme un médicament servi au verre dans les pharmacies. Elle est censée soulager les maux de tête, la fatigue, la mélancolie, et même certaines formes de dépression. La boisson est baptisée Coca-Cola. À ce moment précis, personne ne parle d'empire. Coca-Cola n'est pas une marque, c'est une formule, et surtout, Pemberton ne réalise pas ce qu'il vient de créer. Affaibli, malade, endetté, il vend peu à peu les droits de sa boisson. Il n'a ni l'énergie, ni la vision, ni les moyens de voir plus loin. En 1888, John Stitt Pemberton meurt, pauvre et presque oublié. Il ne verra jamais le succès de son invention. L'enfant malade à l'origine de Coca-Cola disparaît sans gloire, sans reconnaissance, sans empire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'empire commence après lui. Dans les années 1890, un homme nommé Asa Candler rachète progressivement les droits sur Coca-Cola. Contrairement à Pemberton, Candler n'est pas un inventeur. C'est un stratège. Il comprend quelque chose de fondamental. Coca-Cola n'est pas seulement une boisson. C'est une expérience, une habitude, un rituel. Il investit massivement dans la publicité, impose le nom, le logo, la couleur rouge. Coca-Cola cesse d'être un remède pour devenir une boisson de plaisir, accessible à tous. Au début du XXe siècle, Coca-Cola accompagne l'industrialisation de l'Amérique. Elle entre dans les foyers, les cafés, les rues. En 1915, la célèbre bouteille Contour est créée pour être reconnaissable même dans le noir, même cassée. La marque comprend que l'identité visuelle est aussi importante que le produit lui-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola devient un symbole national. L'entreprise promet à chaque soldat américain une bouteille de Coca-Cola, où qu'il se trouve. Des usines sont construites à travers le monde pour soutenir cet effort. Et après la guerre, Coca-Cola reste. Elle s'installe durablement sur tous les continents. Au fil des décennies, Coca-Cola ne vend plus une boisson, elle vend des émotions. Elle s'associe à Noël, au bonheur, à la jeunesse, à la musique, au sport. Elle devient omniprésente, aimée, critiquée, parfois rejetée, mais jamais ignorée. Le véritable produit n'est plus le liquide brun, c'est l'image. Aujourd'hui, Coca-Cola est présente dans presque tous les pays du monde. Des milliards de bouteilles sont consommées chaque jour. L'empire est gigantesque, presque abstrait, et pourtant, tout a commencé par une faiblesse, une douleur, une dépendance, une tentative de survie. L'histoire de Coca-Cola nous rappelle que les plus grands empires ne naissent pas toujours d'une vision claire ou d'un rêve de grandeur. Parfois, ils naissent d'un accident, d'une souffrance personnelle, d'un besoin urgent de tenir debout.